Bonne conférence. Merci. Donc, je vais faire venir Aziza et Barbara. Voilà, bienvenue à vous. On va attendre que les caméras se connectent, que les micros se branchent. Voilà, Barbara, en direct de Porto. Merci, Barbara, pour ta Bonjour disponibilité. Alice, Bonjour, ça va? ça Et va? Aziza, en direct de Bonjour. Lisbonne. Super, on vous voit bien, on vous entend bien, c'est génial. Alors, comme je le disais tout à l'heure, déjà, merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous a demandé de revenir, mais tout de suite dit oui toutes les deux. Vous avez même réservé du temps pour vous préparer entre vous, pour nous proposer quelque chose vraiment sur mesure. Donc, c'est vraiment très, très, très sympa de votre part. Alors, votre première conférence a été un succès. On a adoré parce que c'est un thème tellement important pour nous tous en confinement. Plus le temps avance, plus le déconfinement arrive, plus on se rend compte qu'en fait, c'est également très anxiogène. Au début, on le voulait, mais finalement, qu'on y arrive, c'est pas forcément si évident. Ça va pas être un déconfinement total. Quand bien même on est déconfiné, il y a des doutes et des interrogations, il y a des émotions, il y a tout ça. Et donc, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est d'aller de creuser un peu, et nous proposer un outil concret, une pratique concrète, on va en parler, qui est la mindfulness, ou pleine conscience en français. Alors, c'est un thème très à la mode en ce moment, aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises. Alors, en France, surtout, notamment grâce à Christophe André, qui a lancé il y a 5 ans déjà un livre qui a été un best-seller, qui est sur la méditation, parce qu'on va parler de méditation, pas méditation, tous ces sujets, et même très populaire en entreprise. Alors, pour une petite histoire, déjà très populaire depuis Google a intégré la mindfulness comme dans ces programmes de formation. Pour ceux qui ne sachent pas, les managers de Google sont formés à la mindfulness. Et pour une petite histoire, avant de démarrer, j'ai découvert la mindfulness il y a 5 ans dans le cadre d'une conférence en France à Lille qui réunissait 6500 dirigeants d'entreprise, où Christophe André, à la surprise générale, a accueilli les participants, donc 6500 dirigeants, avec 15 minutes de méditation. Ça a été une grosse surprise pour tout le monde. Et le sujet était vraiment la conscience, la pleine conscience, l'ici, le maintenant, toutes ces choses-là. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous allez nous proposer d'abord, c'est de démystifier un peu, c'est quoi? Parce que c'est un thème qui peut être parfois polémique, surtout vu dans un esprit occidental rationnel. Ah, la méditation, c'est pour les Asiatiques, c'est pour les Orientaux, tout ça. On sait que malgré tout, il y a beaucoup de neurosciences là-dedans aujourd'hui. Vous en parlerez tout un petit peu. Donc d'abord, Barbara, si je comprends bien, tu vas nous proposer un cadre, une définition, démystifier tout ça, et ensuite on rentrera dans le concret avec Aziza, notamment dans le cadre du déconfinement et du confinement. C'est bien ça? Ok. J'aimerais quand même vous donner un peu la parole avant de démarrer, avant de laisser Barbara et de dire à tout à l'heure à Aziza. Donc Barbara, tu es à Porto, tu es psychothérapeute, au Portugal depuis longtemps? Non, 1 an et demi seulement. D'accord, donc 1 an et demi à Porto. Porto, ça va, ça se passe bien? Oui, super. On a la mer juste là, on a le parc, on est bien, on est bien, on est Une super. très, une très belle ville, quelques degrés en moins que Lisbonne, mais sinon c'est une ville bien agréable. Et Aziza, on est à côté, donc toi tu es à Lisbonne et au Portugal Lisbonne. depuis 18 de ans. bonnes 18 ans. C'était hier. C'était hier. C'était hier. Ok. Et toi, Aziza, tu es le life coach. Donc, en Oui, je français, on suis là. dit Oui, exactement. coach de Coach vie. et coach Coach de de vie. vie et formatrice en PNL, trainer en PNL. D'accord. Et ce qui est intéressant de cette démarche, c'est qu'ici, on va avoir un regard croisé sur deux univers différents malgré tout. Il y a des points communs, des similitudes, c'est des métiers d'accompagnement. L'univers du coaching n'est pas l'univers de la psychothérapie. Et là, on est sur une approche qui, avec deux regards, le regard de la psychothérapeute, euh, avec l'approche peut-être plus thérapeutique de la mindfulness. Aziza a un côté pratique du regard du coach. Ça va être aussi intéressant pour nous de voir un peu ces deux approches et de vous entendre. Merci encore. OK. Donc, Aziza, je te remets en salle. Je À te tout de reprends suite. tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole à Barbara. Juste un test, est-ce qu'au niveau du son, ça marche bien ou pas? Top. Yes? Ok, super, En tout cas, de mon côté, l'image est top. Le son est top. ça marche. Super. Super, merci Louis. Bon, à toi, Barbara. La mindfulness ou la pleine conscience en français.
du confinement au déconfinement. Ok, alors, en préalable, moi, je voulais quand même dire que pour gérer le stress, il y a plein d'autres techniques. On peut faire appel à plein de choses et il y a des choses que vous faites tous très naturellement. En fait, on peut atteindre cet état qui est un état modifié de la conscience par plein de manières. Alors, il y a des gens qui vont l'atteindre en faisant du surf, il y a des gens qui vont l'atteindre en faisant du dessin, il y a des gens qui vont l'atteindre en faisant de la musique. Tout ça, c'est des états en fait où vous êtes dans une sorte de flow et où, avec une hyper concentration sur en fait un objet, vous allez en fait oublier le temps et vous allez surtout ne plus être dans vos pensées et surtout dans ces fameuses ruminations qui nous occupent parfois et qui nous embêtent. Le but de la mindfulness, c'est aussi d'arriver en fait à sortir de ces conditionnements et bien sûr de l'utiliser en fait tout le temps. C'est-à-dire d'être dans cette pratique au quotidien à tout moment. Alors pour ceux qui n'ont pas connu cet état de flow, par le dessin, par le surf, par un sport aussi, hein, ça peut être du cheval, ça peut être des balades. Le Ça bricolage, Le certains sont dans le bricolage, flow au absolument. bricolage. Mhm. C'est tous ces moments en fait où le temps s'arrête parce qu'on maîtrise bien une technique, on est dans une grande concentration et en fait le mental, en fait vous vous faites du bien parce que vous aimez la pratique que vous faites et vous la maîtrisez bien et du coup toutes les ruminations disparaissent en fait. Juste peut-être avant de développer la mindfulness, je voulais peut-être revenir sur le stress quand même. Pour dire qu'il y a trois sortes de stress. Donc, il y a la forme de stress aigu, qui est en fait une réponse rapide à une situation imprévue. En général, c'est quelque chose qu'on arrive à rapidement gérer. Il y a le stress post-traumatique, qui est déjà plus embêtant parce qu'on a des pensées intrusives et surtout, en fait, des souvenirs qui reviennent et qui nous font revivre des circonstances traumatiques. Et on a le stress chronique où là, ça mérite de consulter parce qu'on est en fait dans un process qui est graduel et qui taraude complètement notre énergie et nos ressources. Et là, ça vaut le coup de consulter. Il y a des choses à faire, pas forcément des médicaments, mais ça vaut le coup d'être accompagné, d'être aidé dans cette troisième situation. Alors, le stress, juste pour donner 2-3 définitions, on peut dire que c'est un état de tension intérieure suite à des événements jugés négatifs. On est quand même actuellement à peu près tous en état de stress, plus ou moins important, mais quand même, le fait d'être chez nous, d'être confronté au virus, etc. Une deuxième définition, c'est un mécanisme d'adaptation face aux effets d'un processus psychologique et physiologique. Et une troisième définition, c'est un ensemble de symptômes, en fait, lorsque les exigences du milieu de vie dépassent nos capacités à faire face et à la maîtriser. Donc, effectivement, on voit à quel niveau on est. Et en fonction de chacun, alors j'avais fait passer un petit dessin. Je ne sais pas si on peut passer le petit schéma avec l'adaptation. Celui-là, je te l'avais donné ou pas? Non, pas celui-ci. Ah bon, alors autant pour moi, ok. Donc, juste en fait que quand on est confronté à un stresseur, du coup, Oui. en fait, on a une phase de stress et puis après, on a une phase d'adaptation. On peut être à l'équilibre et après, deux cas de figure. Soit on arrive à gérer ce stress, soit au contraire, voilà, on entame nos ressources. Et finalement, c'est dans cette situation où nos besoins ne sont pas assez nourris que notre stress va devenir chronique et va commencer à nous rendre malades, c'est-à-dire insomnie, mal de dos, etc. Le mindfulness, il est super à ce moment-là parce qu'en fait, l'intérêt du mindfulness, c'est de pouvoir l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, vous n'avez pas besoin d'une planche de surf, vous n'avez pas besoin d'un cheval, vous n'avez pas besoin de votre palette de crayons. Vous êtes enfermé dans un ascenseur, vous êtes dans un embouteillage, dans une réunion et puis ça commence à déborder au niveau émotionnel. Tac, vous pouvez vous mettre en état de mindfulness. Ça ne veut pas dire que ça vient tout de suite, c'est quand même une pratique, hein. C'est comme la régulation des émotions, il faut s'entraîner évidemment. Ce n'est pas un truc qui vient tout de suite, mais plus vous le pratiquez, plus
plus vous allez pouvoir être dans cet état-là. Alors, maintenant qu'on a bien compris ce que c'était que le stress, du coup, la pleine conscience, elle va nous permettre de nous libérer parce qu'on va être beaucoup plus conscient de ce qui nous arrive et on va être beaucoup plus ouvert à ce qui nous arrive et à la réalité. On va être dans des moments beaucoup plus spontanés aussi et on va sentir la vie plus fort. Exemple. Alors maintenant, on passe à des choses plus concrètes. Alors, je me permets d'attendre juste un peu parce que là, il commence à y avoir des questions. N'hésitez pas à tous à poser vos questions. Je résumerai les questions et en fin de conférence, on prendra un moment avec toi, Barbara, et avec Aziza pour y répondre. D'accord? Donc, Okay. n'hésitez pas à utiliser l'option chat, l'option converser. Et moi, je m'occupe d'être attentif et je reviendrai vers toi, Barbara, s'il y a des choses qui sont plus urgentes. Sinon, on gardera un petit moment à la fin. OK? Oui, oui, très bien. Pas de souci. Alors, du coup, des apports comme ça de la mindfulness pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et puis après, quand même, on va faire un exercice parce que sinon, le parler, ça ne suffit pas, il faut pratiquer, quoi. Donc, première chose que ça nous apporte, c'est vraiment une prise de conscience des pensées automatiques. Le matin, je me réveille, j'ai mon réveil qui sonne. Je peux tout à fait être dans des pensées automatiques et même dans un comportement un peu zombie, quoi, un peu robot. Ça veut dire j'éteins mon réveil, je vais prendre la douche, je vais me retrouver dans ma cuisine en train de boire mon café, je vais partir faire une occupation et je me serais rendu compte de rien parce que tous les jours, je fais la même chose et parce que j'ai juste oublié de prendre le temps de penser, de conscientiser que waouh, je suis sous une douche, quoi. J'ai des gouttelettes d'eau qui me coulent dessus, c'est juste super agréable. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles font, les gouttelettes d'eau? Et comment je me lave? Et je vais boire mon café. Et quel goût il a ce matin? Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est chaud? Comment est ma tasse? En fait, tout ça, c'est des petits exemples qui vont venir s'ajouter dans une prise de conscience d'une vie, en fait, avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus de goût, de couleur, de saveur, et on va prendre conscience de tous nos sens. Ça veut dire aussi, en deuxième apport, que je vais prendre plus conscience de mon corps. Si je prends plus conscience de mon corps, je vais écouter mon intuition. Et ça veut dire qu'ensuite, dans mes décisions, dans la vie en général, je vais être beaucoup plus proche de ce qui est bon pour moi, de ce qui est juste pour moi, et pas, toujours pareil, des automatismes ou voire même des injonctions parentales, sociétales, etc. Je vais être beaucoup plus, en fait, dans mon corps et dans les bonnes pensées. C'est-à-dire, je ne vais pas être dans des ruminations, mais je vais vraiment réfléchir dans le bon sens, quoi. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon pour moi? OK. Ensuite, il y a la valeur adaptative de l'instant présent. Le passé, il est loin. Le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, ce que je vis là maintenant dans le présent, ça compte. Ça, c'est important. Et ça, je peux le vivre pleinement, en fait. Donc là, on voit arriver quoi? Le lâcher prise, le non-jugement et la prise de recul. On a parlé la dernière fois de la régulation des émotions quand on disait on peut prendre du recul, se mettre dans la cabine du projectionniste et puis regarder ce qui se passe. À l'intérieur de nous. On va prendre du recul, on va prendre de la hauteur. Alors, comme on veut, hein. Ça peut être la montgolfière, ça peut être la cabine du projectionniste, ça peut être juste un peu se mettre de côté et puis prendre conscience de, finalement, qu'est-ce qui se passe là? J'ai des émotions qui m'arrivent, il y a des trucs qui ne sont pas agréables. Ok, ça vient, ça va passer parce que de toute façon, tout passe. Ok? Donc, si je m'agrippe à ça, je vais renforcer le mécanisme. Si je laisse passer tranquillement, je vais être plus fort intérieurement, je vais être plus stable et donc ça va mieux se passer pour moi. Après, il y a un autre apport de la pleine conscience qui est important, c'est l'attitude du débutant. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis dans une pièce, il y a des objets, je ne les vois plus. Si je ferme les yeux 20 secondes et que je fais l'exercice de me dire, tiens, je vais réouvrir les yeux et je vais regarder tout ce qui m'entoure. Waouh, mais en fait, j'avais jamais pris le temps d'observer, tiens, par exemple, ce meuble, les rainures du bois. Donc, c'est vraiment de redécouvrir comme un enfant, en fait. De redécouvrir que finalement, non, je peux vivre autrement qu'en robot, en pilote automatique.
Pilote automatique, pour ceux qui ont fait de la voile, quand on tient une barre, c'est pas pareil que quand on se met en pilote automatique, quoi. Il se passe pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas le même contrôle sur ce qui se passe, sur notre embarcation. Ensuite, on atteint effectivement une sorte de plénitude parce que du coup, chaque instant où on est en contact avec soi-même, on peut écouter son intuition, on peut écouter ses sensations corporelles et du coup, toujours pareil, on ne fuit pas et donc on défusionne avec ce qui est négatif. Donc, ça peut juste être fantastique. Alors, comme on pourrait en parler des heures, je vous propose qu'on arrête là pour le topo et qu'on passe à un petit exercice, si vous êtes OK, de mindfulness. Ça vous va? Parfait. Au moins, on saura concrètement ce que c'est. Donc, en résumé, c'est d'abord tout un outil pour gérer le stress, surtout par rapport en ce moment, qui passe par une connexion à soi et qui passe par, là, je me permets de faire le lien avec ma dernière conférence, le fameux lâcher prise, laisser se traverser et accepter ce qui est là, quoi, ce qui en soi est un défi. Oui, tout à fait. Donc là, dans notre pratique, on va probablement ressentir cette difficulté à accepter ce qui vient. Tu nous conseilles quoi? Pour accepter ce qui vient? Oui. Pour moi, la grande, au niveau du lâcher prise, c'est vraiment, enfin, ça paraît simple, mais il y a ce sur quoi je peux agir. Je peux agir sur ma météo intérieure. Je peux agir sur la façon dont je vais prendre ma douche. Je peux agir sur la façon dont je vais faire mon repas. Et puis, il y a ce sur quoi je ne peux pas agir. Les déclarations du Premier ministre, même si je l'appelle, je ne suis pas sûre qu'elle va tenir compte de ce que je lui dis. Donc, c'est fort probable que non. c'est pas gagné. Du coup, voilà, le lâcher prise, c'est juste ça. C'est-à-dire, en fait, je reste humble, quoi. Il y a des choses sur quoi je peux agir. Je peux travailler la pleine conscience, je peux travailler des techniques de gestion du stress. Mais par contre, je ne pourrais pas empêcher le stress. Il sera là tout au long de notre vie, on aura des événements, quoi. Il y avait un petit document où il y avait une synthèse de la pleine conscience qui apportait attention, attitude. Je ne sais pas si tu Oui, l'as, celui-là. Le petit oui. schéma avec des… Je projette. Peut-être c'est pas mal de… Voilà. Ok. Ok, donc établir de conscience, donc l'attention. L'intention, vous en parliez beaucoup à la première conférence. Ouais. Et l'attitude, donc vigilance à ce qui vient, flexibilité. Je me permets de dire ça parce qu'il existe souvent la croyance que faire méditer, c'est atteindre une espèce de vide intérieur et qu'on n'y arrive pas, on rentre en stress. Alors que c'est pas ça en fait. Mais non, pas du tout. On ne peut pas faire le vide, c'est impossible. Quand on voit le nombre de milliers d'informations et de pensées qu'on a, en tout cas en débutant, c'est impossible. Ok, d'accord. Je pense à Apprendre à laisser passer les idées, c'est-à-dire qu'on peut… c'est ça qui est très intéressant, je ne l'ai pas dit, un des apports, c'est ce qui est en bas, c'est qu'on devient flexible en fait. C'est-à-dire que petit à petit, on va s'adapter aux événements, mais on ne va pas se battre en permanence contre les événements. Si demain il y a une tempête, comme il y en a pas mal à Porto, voilà, ça ne sert à rien de me battre contre les éléments, quoi. Oui, il y a une pandémie en ce moment, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir refuser les choses. C'est comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'acceptation de ce qui est. Ok. Et par contre, d'agir et de s'engager, donc ça c'est important aussi, l'engagement, l'intention, sur ce sur quoi je peux agir. Ok, ben, c'est parfait. Donc on essaie une pratique? Discernement là-dedans, quoi, bien sûr, hein, il faut… Voilà, donc si vous êtes OK, moi je vous propose un exercice parce que je trouve que Super. c'est la meilleure manière d'aborder la mindfulness. Allons-y. OK, donc comme vous êtes, soit installé sur votre chaise, soit si vous avez la possibilité de vous installer sur un tapis ou sur un canapé, sur un lit, comme vous pouvez. C'est vrai qu'allonger, ça peut avoir des avantages, donc c'est vous qui voyez, mais on est aussi confortable sur une chaise. Je vais vous proposer petit à petit, alors que votre souffle commencera à ralentir, à devenir de plus en plus calme, je vais vous proposer d'installer deux petites boules, comme des balles de tennis par exemple, d'une couleur orangée ou jaune, un peu tiède, un peu chaude, sous la voûte plantaire de vos pieds.
Et alors qu'elles vont commencer à faire des cercles et à masser vos pieds, vous allez commencer à ressentir progressivement une chaleur s'installer au niveau de vos pieds, de vos orteils. Et lentement, lorsque vos pieds commencent à se détendre, vos deux boules vont commencer à monter au niveau des chevilles et masser lentement ces deux articulations. Vos deux chevilles vont se détendre et progressivement, vous allez faire monter vos deux balles de tennis dans vos mollets et y installer une sorte de massage. Un massage lent, profond et relaxant. Puis, progressivement, elles vont monter au niveau de l'articulation de votre genou et venir détendre cette articulation en lâchant progressivement toutes les tensions accumulées dans la journée. Puis petit à petit, les deux balles de tennis orangées, un peu tièdes, un peu chaudes, vont venir masser l'ensemble de vos cuisses jusque dans vos hanches. Et vos jambes sont de plus en plus lourdes, déposées sur votre chaise. Et vous sentez les points de contact. Et alors qu'elles ont rejoint vos hanches, elles vont masser lentement, progressivement, vos deux hanches, puis les muscles des fessiers, puis vont remonter dans le bas du dos, puis vont masser l'ensemble du dos. Et alors que votre respiration est maintenant lente et que votre corps est parfaitement relâché, détendu, les deux balles de tennis vont venir s'installer au niveau de vos épaules. Et alors que vous sentez une chaleur venir masser vos épaules, vous laisserez ces deux balles de tennis descendre dans vos bras et masser vos bras, vos coudes et jusque dans vos mains. Elles s'installeront dans la paume de vos mains et viennent masser par des petits mouvements circulaires l'intérieur de la paume de vos mains. Toutes les tensions accumulées dans la journée au niveau de vos bras, au niveau de vos poignets, au niveau de vos mains, vont se diffuser et sortir de votre corps. Vos bras et vos mains sont maintenant totalement relâchés, détendus. Puis les deux balles de tennis vont remonter à l'intérieur de vos bras et viennent détendre, masser de l'intérieur vos bras jusque vos épaules. Puis à nouveau, elles vont remonter à l'arrière dans votre nuque et détendre toute la partie de votre cou à l'arrière au niveau de la nuque et du cou. Puis elles vont remonter au niveau du visage, venir détendre votre menton, vos joues, le contour des yeux, votre front, votre crâne. Puis elles vont redescendre le long de votre nuque, puis revenir au niveau des épaules. Et là, elles vont venir sur le devant de votre corps, venir masser les muscles au niveau des pectoraux, puis descendre au niveau du ventre et masser le ventre par des mouvements circulaires dans les sens des aiguilles d'une montre, de bas en haut.
Puis vos deux balles vont se rejoindre au niveau des hanches et revenir masser les cuisses. Et comme le mouvement d'une vague, vos muscles sont de plus en plus détendus, relâchés. Après les cuisses, elles rejoindront les deux genoux, puis les mollets, puis les pieds. Et alors que tout votre corps est détendu et relâché, les deux balles de tennis vont venir rejoindre vos mains qui sont parfaitement relâchées, détendues. Et alors que je vais compter jusqu'à 5, vous allez progressivement revenir parmi nous. 5, vous êtes complètement détendu et relâché. Vous ressentez votre respiration au niveau du ventre. 4, vous commencez à percevoir des bruits autour de vous. 3, vous ressentez les contacts, les points d'appui sur votre chaise ou votre lit. 2, vous percevez la lumière à travers vos paupières. 1, vous rouvrirez vos yeux et vous êtes parfaitement réveillé, ici et maintenant, parmi nous. Vous pouvez vous étirer aussi si vous voulez. Rien de tel pour finir la journée, effectivement. Bienvenue. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce petit exercice qui permet de prendre conscience de tout notre corps. C'est un body scan que vous pouvez faire pour vous endormir aussi. Ça peut aider à l'endormissement. Voilà. Et puis, les moments de détente sont toujours bienvenus quand on vit du stress, à cultiver, à pratiquer. Ok. Donc, je crois savoir que, alors ça, c'est une technique qui est très à la mode dans le monde du développement personnel, du coaching, des applications comme Petit Bambou, Calme, il y a plein de choses. Toi, tu fais partie des psychothérapeutes qui vont plus loin et qui l'intègrent carrément en tant qu'outil psychothérapeutique, hein, c'est bien ça? Alors, en fait, dans le bouquin qui est ma référence là-dessus, hein, donc Soigner par la méditation, qui est le programme mis en place par Kabat-Zinn aux États-Unis dans les cliniques sur la réduction du stress, lui, il allie 4 choses. En fait, il ne met pas que de la méditation pleine conscience, il utilise aussi des techniques de yoga, donc des postures. On pourrait utiliser de la danse, mais en tout cas, il utilise aussi le corps. Donc, il engage le corps aussi dans la démarche. Il engage le corps. Donc, il y a le corps, la méditation, et puis il ajoute des groupes de parole qui sont très pratiqués aux États-Unis, que moi je trouve très intéressant parce que souvent c'est très efficace. Le fait de se rendre compte que d'autres gens vivent des situations complexes, différentes mais analogues, ça fait progresser énormément et pour les prises de conscience, c'est juste génial, quoi. Donc oui, la mindfulness, c'est génial. Les groupes de parole, on n'en fait pas assez. J'aimerais beaucoup en mettre en place ici. J'ai pas mal de demandes, que ce soit voilà, même au niveau des parents, au niveau des écoles, au niveau des patients. Mais c'est vrai que ce n'est pas assez pratiqué à mon goût en France. À développer. Ça fait partie des projets. Voilà. Après, en clinique psychiatrique où j'ai longtemps travaillé, oui, on travaillait énormément en groupe. D'accord, avec cet outil. Avec cet outil, entre autres, mais il y avait de l'art-thérapie aussi, il y avait du théâtre, il y a plusieurs vecteurs, mais disons que la méditation, oui, est toujours utilisée, quoi. D'accord. Ben, merci beaucoup. Donc là, on a introduit avec la question du stress, une pratique, hein, c'est mettre notre attention pour comprendre, mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Vous avez déjà parlé de ça la semaine dernière. Là, on a un outil pratique. Et on vient tout, je pense, après cette pratique, ceux qui t'ont suivi, de sentir effectivement que on est déjà sur un autre registre. Donc, tu nous as mis, Barbara, dans un état idéal pour maintenant écouter ce que Aziza a à nous dire.
Parfait, OK? super. Merci beaucoup, Barbara. Je te remettrai sur scène en fin d'intervention d'Aziza pour répondre aux questions qui vont émerger de la part de ceux qui nous écoutent. D'accord? Ok, pas de souci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Alors, je vais revenir Aziza. Voilà, Aziza, bienvenue à nouveau et à tout à l'heure, Barbara. Tu m'entends? Voilà, Aziza, j'avoue que maintenant j'ai du mal à suivre, hein, je suis. Bon, Mais je je vais suis sûr que essayer. ça va être passionnant. Je vais t'aider du mieux que je peux, Luis. Ok. Merci. En gros, John Kabat-Zinn, comme en parlait Barbara tout à l'heure, avait on va appeler ça une méta-intention. Et la méta-intention, c'était que la mindfulness devienne soit un choix du point de vue du mode de vie, en fait. Donc, que ce soit, dans la mesure du possible, intégré à notre mode de vie. Alors, ce que Barbara vient de faire avec nous, c'est une pratique un peu plus formelle, on va dire, où on va pratiquer pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, et plus on va gagner en pratique, plus on va pouvoir le faire. Et ça, c'est du domaine un petit peu plus formel. Comment intégrer également la mindfulness? Barbara l'a aussi décrit, c'est choisir des moments. C'est des moments de pause, en fait, le long de la journée, qui nous permettent de nous recentrer ici et maintenant dans ce qui nous permettrait de gagner en clarté. Alors la métaphore, ça pourrait être ces petites boules de neige. Je ne sais pas si tu te souviens, Louis, ces espèces de boules souvenirs de vacances, hein, la neige. Avec la tour Eiffel à l'intérieur. Voilà, on secoue, et ces petites pauses, en fait, nous permettent de faire en sorte que la neige tombe et on gagne en clarté. Donc, ça peut être effectivement la douche le matin, mais ça peut être aussi, on peut programmer, utiliser nos téléphones et programmer différents moments de la journée où on va simplement s'arrêter et faire quoi? Simplement nous recentrer et être dans des exercices de respiration qui vont nous permettre de nous reconnecter et aussi d'apporter un peu plus de clarté et de nous reposer. Donc ça peut être aussi en buvant notre café ou simplement en respirant ou en écoutant les pulsations de notre cœur. Troisième approche, et c'est une approche que moi j'associe un petit peu au développement personnel. Tout est interlié, on ne fait pas une chose ou l'autre, on peut faire les trois. C'est d'aller dans le sens de ce choix de mode de vie où on va aussi intégrer des attitudes. L'intégration des attitudes permet également d'aller dans une réflexion de quels sont mes schémas de fonctionnement et qu'est-ce qui fait que je réagis de la forme que je réagis et qu'est-ce qui fait que certaines pensées surgissent ou pas. Et ce questionnement, en fait, la pratique des attitudes est une façon, est un vecteur, est une manière d'arriver à aller dans ce sens et dans cette réflexion. Avant de développer les attitudes, je vais faire une petite parenthèse et te parler et vous parler de deux expériences qui ont été faites une en 2010. C'était une étude de l'université de Harvard et cette étude, il y a 80 pays qui ont participé à peu près et le résultat est assez intéressant. Notre esprit vagabonde à peu près 47% du temps, de notre temps. Alors, c'est quoi cet esprit qui vagabonde? C'est, je suis en train de lire un livre et je suis obligée de revenir 2-3 pages en arrière pour retrouver le fil de ma lecture. C'est dans cet esprit-là. Ce qui veut dire que 53% du temps, je suis conscient de ce que je suis en train de faire au moment où je suis en train de le faire. Donc, quand je suis en train de conduire, si je suis en ville, la probabilité d'être présent et alerte est beaucoup plus grande que si je suis sur une autoroute, par exemple. La probabilité de vagabonder lorsque je suis sur une autoroute est beaucoup plus grande. Donc là, les 47%, il y a du bon, forcément, puisqu'il y a un espace pour planifier, il y a un espace pour la créativité, et il est dit que
c'est dans les 52%, en fait, dans cette attention pleine, ici et maintenant, quand je prends conscience de ce que je suis en train de vivre au moment où je suis en train de le vivre, c'est de là que vient le bien-être et également ce qu'on appellerait le bonheur. Et donc, le flux dont parlait tout à l'heure Barbara, Barbara. D'accord. exactement. Une deuxième étude assez intéressante a été aussi engagée par deux universités américaines, Virginia et Harvard encore une fois. Et là, vous la connaissez peut-être, cette étude. Ils ont d'abord fait l'étude avec des étudiants. Les résultats étaient tellement surprenants qu'ils ont élargi. Ils ont essayé de voir et les résultats étaient les mêmes. Alors, ils ont demandé aux étudiants de rentrer dans une pièce vide où il n'y avait absolument rien et d'y passer 6 à 15 minutes. Donc, ils ne disaient pas clairement combien de temps ils allaient passer. Mais ils devaient rentrer dans cette pièce avec rien dans les poches, rien dans les mains. Donc, pas de téléphone, pas de livre, rien. Et ils avaient pour instruction de ne pas dormir et de profiter simplement d'être en connexion avec eux-mêmes. En sortant de là, la majorité écrasante ont dit que c'était ennuyeux et extrêmement désagréable. Majorité écrasante. Suite de l'expérience, on les assujettit à une petite décharge électrique, mais pas méchante du tout, et ils trouvent ça absolument désagréable et que pour rien au monde, ils s'infligeraient un tel supplice. On leur demande de retourner dans la pièce, toujours vide, ils y rentrent avec absolument rien, et on leur dit maintenant, vous avez ce petit bouton. Dans les prochaines 6 à 15 minutes, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bouton et ce qui va arriver, c'est que vous allez recevoir la décharge électrique que vous connaissez, vous en avez fait l'expérience. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 25% des femmes qui ont appuyé une fois sur le bouton en 15 minutes, 66% des hommes qui ont appuyé une fois sur le bouton pendant 15 minutes, et il y a un des participants qui a appuyé sur le bouton 190 fois en 15 minutes. Pour vous dire à quel point c'était difficile d'être enfermé face à soi-même dans cette chambre. Alors, ce que tu nous dis, c'est assez impressionnant. Ce que tu nous dis, c'est que pour éviter le vide, ouais, je sais pas, les gens préfèrent s'infliger un choc électrique. Absolument, c'est le choix qui a été fait. Que d'accepter d'être là et le vide. D'être là. Et d'ailleurs, Blaise Pascal le disait très très bien. Je t'invite à mettre la citation qui dit très clairement: tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Donc, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et donc, tout ça pour dire, en fait, Luis, que réellement, ce qui nous arrive, c'est que nous sommes tous en repos dans une chambre en ce moment, avant le déconfinement. C'est ce qui nous est arrivé à tous. Concrètement, effectivement. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Avec une petite différence, c'est que nous avons tous les outils de distraction. Nous avons nos téléphones, nos télévisions, et seuls ou en compagnie, mais il y a de la distraction. Et un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elizabeth Gilbert, qui a écrit Eat, Pray, Love, je ne sais pas si tu connais ce livre, elle a dit, en ce moment, en fait, on est en train de vivre quelque chose qui ressemblerait à une retraite pour certains. Il y a des gens qui n'ont jamais fait parce qu'ils n'en ont jamais eu le temps ou parce qu'ils n'en ont jamais eu les moyens, parce que ça peut coûter très très cher. Qui veut ajouter un peu de spiritualité à ce qu'on est en train de vivre, c'est à peu près ça. C'est à peu près une retraite dans laquelle nous sommes en train de vivre. Mais avec la différence, c'est qu'on n'a pas choisi et on y est plus ou moins contraint. Et normalement, bon, les choses vont aller dans le sens du déconfinement petit à petit. Maintenant, tout ça, l'intention de tout ça, c'est d'expliquer en fait comment on fonctionne en tant qu'être humain. C'est arriver à comprendre que nous brassons un nombre très important d'informations, et cela à travers nos sens. Nous avons plusieurs sens, on va en retenir 5, les principaux, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et la vision. Alors, pour avoir un ordre de mesure, et je vais utiliser un ordre de mesure informatique, on brasse environ 11 millions de bits d'informations par seconde.
Mais de toute cette information qu'on perceptionne, qu'on brasse, qu'on reçoit en permanence à travers nos sens, il n'y a qu'un nombre limité d'informations sur lequel nous avons prise, en fait, consciemment, nous avons prise. Et ça, en ordre de mesure, ce serait à peu près 60 bits par rapport à 11 millions de bits, uniquement 60. Donc, convertissons les 60 bits, c'est à peu près 7 à 9 éléments d'information en même temps. 7 à 9, pas plus, que l'être humain arrive capable de gérer. capable de traiter, de gérer en même temps. Et c'est clair parce qu'autrement, on deviendrait fou. Ce serait absolument impossible de gérer cette quantité d'informations. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est précisément dans ce pilote automatique, comme disait Barbara tout à l'heure, ou est-ce qu'on arrive à diriger notre attention vers ce qui est réellement important pour nous? Et c'est là que le développement personnel survient, parce que chacun de nous, nous savons, en fait, bon, juste pour donner un peu dans la métaphore à quoi ça correspond. Lorsque, par exemple, l'un de nous achète une nouvelle voiture, la curiosité, c'est de voir cette voiture partout. Le fait de voir cette voiture partout, ce n'est pas parce qu'elle est sortie du néant, c'est parce que c'est un élément d'information qui m'intéresse à un moment donné. Okay. Oui, on est tous passés par cette expérience. Oui, on est tous passés par cette expérience, il me semble. Femme enceinte, même chose. Qui est tombée enceinte. On voit des bébés partout. On voit des bébés ou des femmes enceintes partout. Elles ne sont pas sorties du néant, c'est simplement parce que c'est une information qui est intéressante. Donc, c'est juste pour expliquer un petit peu plus de 7 plus 2, qu'est-ce qui réellement est là et comment ça surgit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes la somme de nos expériences. Chaque être humain, ma perception du monde est complètement différente de la tienne et différente de nos auditeurs. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis la somme de J-9, donc ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère, plus mes mémoires, plus mes croyances, plus le milieu culturel dans lequel j'ai grandi, etc., plus mes croyances, ce qui est extrêmement important. Et tout ça va faire que ma perception du monde est unique et je vais traduire l'information, mais à partir de mon regard à moi, à partir de ma carte du monde à moi. Donc, quels sont mes schémas de fonctionnement? Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui fait que je suis impatient? Qu'est-ce qui fait que ceci, cela? C'est ce que, quelque part, la mindfulness nous apporte aussi comme, en tant qu'outil de développement personnel. C'est ce questionnement. C'est qui suis-je, en fait? Et comment est-ce que je traite l'information et de quelle manière elle... Et c'est là que surviennent donc les attitudes qui sont le cœur du sujet de mon intervention ici. Et dans les attitudes, il y en a 7, proposées par Jon Kabat-Zinn, encore une fois, qui est la référence en matière de mindfulness. Et lui commence par le non-jugement. Et le non-jugement fait partie, c'est l'essence même de la définition de la mindfulness. Donc la mindfulness, dans sa définition, si on devait la reprendre, je pense que tu l'as aussi. Ouais, on va la pleine conscience consiste, je vais peut-être mettre mes lunettes, à être présent, c'est ça, à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre, sans filtre. On accepte ce qui vient, sans jugement. On ne cherche pas si c'est bien ou mal, désirable ou non, et sans attente. On ne souhaite pas que quelque chose de précis arrive ou se passe, c'est tout. Donc ça, je le cite, lui, et c'est ainsi qu'il le présente. Donc le non-jugement fait partie même de la définition. Non-jugement, c'est simplement comprendre qu'on est naturellement dans le jugement, dans le bien, dans le mal, dans ce qui est beau, dans ce qui est laid, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, très clairement, c'était un peu difficile de ne pas juger les Chinois, de ne pas juger les Américains, de ne pas juger les Italiens, de ne pas juger... c'est parfaitement... Ou le gouvernement, ou quoi que ce soit. Ou le gouvernement, comme disait tout à l'heure. Et c'est tout à fait normal, mais en même temps, ici, ce qu'on fait souvent, c'est nous juger nous-mêmes, donc c'est ce critique interne, c'est le jugement de l'autre. Quand il y a non-jugement, il y a de l'espace pour de la curiosité, pour de l'ouverture, pour
enfin, l'envie de comprendre. Et c'est quand on a envie de comprendre, on est dans la compassion, dans l'ouverture essentiellement. La deuxième attitude proposée par John Kabat-Zinn, c'est la patience. Et Dieu seul sait à quel point ça a été important dans ce qu'on a vécu et dans ce qu'on est en train de vivre, et encore plus par rapport à l'échéance. Nous ne savons pas. Nous parlons déjà de déconfinement, mais en même temps, bon, c'est un va-et-vient, ça va se passer, on le sait, mais la patience, c'est accepter que les choses vont arriver au moment où elles vont arriver et avoir cette attitude qui permet, dans son essence la plus profonde, c'est comprendre que si je vais planter une graine et avec avec une bonne intention, si je vais l'arroser sans arrêt, je vais l'inonder, elle ne va pas germer. C'est un peu les enfants qui, c'est un exemple d'ailleurs donné souvent par John Kabat-Zinn, c'est les enfants qui font un élevage de vers à soie, s'ils ouvrent le cocon, le papillon ne va pas naître. Donc ça, c'est sûr que la patience, c'est une attitude qui nous permet d'accepter que les choses ont un temps et les choses vont se faire, et ça va se faire quand ça va se faire. Et ça, dans la relation avec nos enfants, oui, mon enfant va finir par enlever la couche, à un moment ou à un autre, ça va se faire. Aucun de nous ne se balade avec les couches aujourd'hui. Enfin, c'est un peu dans... on ne sait pas. On sait... Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, tu sais. Non, mais en gros, c'est à peu près dans cette On a compris. On a compris. La troisième attitude, Barbara en a un petit peu parlé, c'est ce qu'on appelle l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, on a été en plein dedans dès le départ. L'être humain a besoin de connaître d'avoir des référents, et par rapport au coronavirus, on n'en avait pas. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? Comment ça allait se passer? On a vécu quelque chose, mais vraiment ne sachant pas ce qu'il en était. L'esprit du débutant apporte autre chose, apporte aussi cette fraîcheur, cette capacité d'émerveillement et cette capacité de porter un regard qui en fait ramène justice, puisque tout ce qu'on fait, c'est pour la première et la dernière fois. Cette inspiration, cette expiration, c'est pour la première et la dernière fois. Le coucher de soleil auquel je suis en train d'assister, ce coucher précisément, c'est pour la première et la dernière fois. Donc c'est rendre justice à la nature, rendre justice à ce qui nous entoure, et reprendre beaucoup. Il y a eu des exemples magnifiques pendant toutes ces périodes de confinement, où des gens ont découvert des recoins de leur maison qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils avaient des petits bouts de balcon dont ils n'avaient jamais fait usage, et finalement c'est devenu extraordinaire. De nouveau ressentir le soleil, pouvoir faire une marche. Ou la solidarité qui s'est manifestée. La solidarité qui s'est manifestée. Le côté positif de l'humain dans beaucoup de situations. Dans beaucoup de situations. Et donc cet esprit de débutant, c'est un petit peu le chien qui reçoit son maître, qui sera toujours content, indépendamment, il sera toujours là. On a l'impression, et c'est aussi l'enfant qui a cette capacité également. Et là, pour nous, en tant qu'être humain, c'est cette capacité de retrouver cette fraîcheur, de retrouver cet émerveillement. Surtout quand on a des situations de conflit, par exemple, même en relation avec même nos enfants, nos adolescents, si on arrivait à nous reconnecter aux premières heures de vie de notre bébé, effectivement, si on se reconnecte à cette émotion, on peut plus facilement voir notre enfant. Alors, ce qui a été défi particulier, j'imagine, parce que garder l'esprit d'émerveillement ou l'esprit débutant actuellement dans un monde de transformation, c'est un défi. C'est un défi, et pourtant on l'a démontré, parce que comme je disais tout à l'heure, faire une marche, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. C'est redécouvrir la possibilité de sortir, ou trouver de bons prétextes pour sortir et prendre l'air. Le moindre rayon de soleil, je veux dire, on s'exposait. On l'a quand même. Donc ton conseil, c'est de prendre des exemples. Ton conseil, c'est de prendre des choses très, très précises de la vie et de s'émerveiller avec ça. Le bonheur d'être en terrasse, prendre un café avec un ami, un rayon de soleil, le vent frais sur la peau. C'est ces choses-là qui vont nous aider à se mettre dans cet état d'émerveillement et
cet esprit de débutant, c'est ça? Absolument, c'est garder cette fraîcheur et en fait, c'est aussi nous rappeler à ce qu'on a un peu vécu et appris, c'est que rien n'est acquis. Hein. Et donc, redécouvrir et redonner justice même et comme disait Barbara tout à l'heure, bon, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent, par exemple, si je suis en train de manger une pomme, c'est l'idée de la pomme, c'est pas la pomme. Donc, je ne suis pas en connexion. On est dans le mental. Donc, c'est pour ça que c'est un des exercices où on va peut-être nous reconnecter avec la saveur des aliments, par exemple, et redécouvrir la saveur, la texture d'une pomme, parce que c'est unique, ça n'a rien de… et une pomme est complètement différente cette pomme que tu es en train de manger sera différente de l'autre. Bon, c'est des exemples de pratiques possibles, mais ce qu'il y a de certain, c'est que on a tous, d'une façon consciente ou inconsciente, pratiquer l'émerveillement, même dans des petites choses. Parfois, la farine, il n'y en a pas, et puis tout d'un coup, il y en a de nouveau. Ah, mon Dieu, quelle chance, on a de la farine. Enfin, des petites choses comme ça, quoi. On a valorisé des petites choses qui pendant toutes ces semaines, et je crois que aller dans le sens du déconfinement et recommencer à réapprécier ces petites choses et maintenir, cultiver cela, en fait, c'est le cultiver, c'est dans cet esprit. La quatrième, je suis à la quatrième, oui, la quatrième attitude, c'est la confiance. La confiance, c'est absolument, on en a fait preuve, en fait. Hein. Si on nous avait dit quelques mois en arrière qu'on allait rester enfermés de la façon avec laquelle nous avons été enfermés, on aurait dit impossible. C'est un mauvais film de science-fiction, ça n'arrivera pas et je ne serais pas capable de le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a été capable de le faire. Parce que l'être humain a cette capacité d'adaptation. Et nous nous sommes adaptés, littéralement. Et de la même façon que nous nous sommes adaptés au confinement, nous nous adapterons au déconfinement. Donc, nous faire confiance, je pense que c'est extrêmement important. Et la confiance en mindfulness, c'est aussi, si je me fais mal, je sais que mon système va guérir la plaie. Je lui fais confiance. Je n'ai pas besoin d'agir, mon cœur bat tout seul, il fait son travail, mon système digestif, si je m'alimente bien, il fait son travail. Donc, c'est ce niveau de confiance-là qui est en nous, être humain, et je pense que le cultiver aussi va être très utile. La cinquième, c'est l'absence de lutte. Et dans l'absence de lutte, c'est comprendre qu'on est constamment dans le faire. Et faire encore plus et plus et plus, mais toujours dans un espèce d'effort à n'en plus. Et là, c'est comprendre en fait que oui, faire, oui, et tout, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a des moments où c'est peut-être bon de s'arrêter aussi, hein, et faire nos choix. On a commencé ce confinement en disant je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais apprendre, je vais mettre de l'ordre, je vais lire des livres, je vais ceci. C'est peut-être pas possible, et l'accepter, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. C'est faire des choix, c'est entre laisser ma cuisine sans dessus-dessous et me connecter à mon enfant. Quelle est ma priorité? C'est un petit peu dans ce sens-là. La question serait posée dans ce sens-là. Mon salon est sans dessus-dessous, je vais prendre un bon vin chaud. Alors, ça me fait écho, qui ferait écho peut-être à nos auditeurs, ce que tu nous dis par rapport à l'absence de lutte. Ceux qui sont encore, pendant cette période de confinement, en contact avec le monde des entreprises, hein, ou qui travaillent en télétravail, tous doivent ressentir la chose suivante. On croyait que les gens en télétravail allaient travailler moins. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont dans un mode hamster, comme le hamster que dans sa petite roue. Il fait, là, je dois s'arrêter. Et la grande difficulté est de dire stop, arrête à 18h. Ou stop, fais une pause. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de ce mécanisme qui est toujours faire. Absolument. D'accord. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ce que tu dis est vrai, beaucoup de personnes se sont plaintes parce que réellement, ils ont le sentiment d'avoir travaillé beaucoup plus. Et en plus, on le sait, hein, donc pour ceux qui ont des enfants à la maison, c'était travail, école, ménage, cuisine, et vie sociale parfois, parce que les zooms avec les amis et tout le reste, je veux dire, c'était pas toujours évident. Donc de temps en temps, c'est vraiment arriver à me dire, bon, peut-être que c'est suffisant ce que je fais, et être dans l'être un petit peu plus que dans le faire. Et c'est une sensation qui peut être
dans le ressenti. Je ne sais pas si je peux prendre cet exemple. C'est quand tu cherches tes clés, que tu es dans la… et que tu ne les trouves pas et que tu t'énerves et que ça va dans tous les sens, etc. Et tu ne les trouves pas de toute façon. Donc, tu t'arrêtes et tu te dis, bon, je laisse tomber, j'arrête. Oui, puis on trouve que qu'on ne veut pas, qu'on les cherche pas. Et elles apparaissent, effectivement. Et c'est cette sensation-là, de ouf, bon, ça va, ok, j'arrête. C'est un peu dans cette… Alors, la 6e, c'est l'acceptation, ce qui est souvent le plus difficile, et ça, nous le savons, nous l'avons vécu, c'est pas évident d'accepter, et ce qui a été… Mais la seule façon de dépasser la situation dans laquelle nous sommes, c'est effectivement dans l'acceptation du confinement, du déconfinement, de tout ce qui va, et tout ce qui va avec. L'acceptation, ce n'est qu'en acceptant qu'on arrive à aller de l'avant. Il y a souvent une confusion. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. L'acceptation, c'est plutôt dans une logique de si j'ai fait tomber mon téléphone, je dois d'abord accepter qu'il est tombé pour pouvoir agir. C'est un petit peu ça. Si je me suis tordu la cheville, je dois d'abord accepter la douleur et accepter la réalité pour pouvoir aller dans le sens de la guérison. Et d'ailleurs, en mindfulness, il y a, entre autres, on sait, il y a énormément de bénéfices associés et la gestion de la douleur en fait partie. Donc, en termes de thérapie, et l'acceptation, c'est l'un des premiers, on va dire, c'est ce qu'on fait passer en premier, parce que des personnes qui ont des douleurs chroniques, etc., c'est apprendre à vivre avec sa douleur. Apprendre, donc c'est l'accepter, mais pour la… Donc, c'est en lien avec ce l'alléger. que vous disiez depuis la première conférence, c'est l'accueillir. L'accueillir, c'est pour pouvoir faire face. Pour pouvoir faire face, exactement. Et là, c'est un point de départ, en fait, l'acceptation. C'est ce qui permet, la continuité. Et la dernière, qui n'est pas des moindres, c'est le fameux lâcher-prise dont Barbara a également parlé. Le lâcher-prise, on a d'une certaine façon lâcher-prise par rapport à nos modes de vie pour pouvoir vivre en confinement. De la même façon qu'on va lâcher prise par rapport au confinement pour pouvoir passer au déconfinement. Donc, je sais qu'il y a, j'ai entendu parler des histoires de personnes qui ont même été dans des schémas d'achat compulsif online. Okay. Ils avaient peut-être besoin de se rassurer. Donc, si je pratique la mindfulness, je ne vais pas aller dans le sens du jugement, je vais plutôt aller dans le sens de la compréhension. Ils se sont achetés des vêtements, des objets, etc. online. Bon, c'était leur façon de fonctionner et il n'y a pas de jugement associé, mais la réalité, c'est lâcher prise, c'est aussi accepter peut-être de ne pas acheter des vêtements en période de confinement. C'est peut-être pas nécessaire, sauf si c'est réellement utile et que j'en ai pas. Ça fait tourner l'économie. Ça peut, si, oui, aussi, ça fait tourner l'économie. C'est vrai, je n'y avais pas. Accepter, le lâcher prise, c'est lâcher prise des histoires que je me raconte, de mon passé, c'est lâcher prise de peut-être dans la relation, par exemple, que j'ai avec mon enfant, s'il ne correspond pas à mes attentes, accepter cette différence. Et là, quand je dis accepter, vous allez tout de suite comprendre que les attitudes sont interliées, en fait. Donc, quand j'en pratique une, je pratique naturellement les autres. Elles sont interliées. Pour pouvoir pratiquer le lâcher-prise, je vais naturellement passer par l'acceptation, par la confiance, par le non-jugement. C'est une espèce de danse, en fait. Et c'est en ça qu'elles permettent, surtout, donc ici, dans la réflexion et dans leur pratique, d'être dans le questionnement de quels sont mes schémas de fonctionnement et comment est-ce que je pourrais être dans la pratique et l'intégration de ces attitudes pour arriver à grandir comme être humain, en fait. C'est un petit peu dans cet esprit-là. John Kabat-Zinn rajoute la générosité et la gratitude, ça va de soi. La générosité, comme tu disais tout à l'heure, on a vu énormément d'actions. Cap en Trade en est un merveilleux projet. Donc, c'est sûr que dans la pratique, elles sont toutes, et tout ça pour apporter de la bienveillance, pour apporter du bien-être, etc. Donc, moi, j'allais te poser une question à toi, et je le pose aussi à nos auditeurs, c'est dans la pratique de ces attitudes, ce que je vous invite à faire, c'est d'en choisir une. Donc, je les rappelle. C'est intéressant, j'invite tout le monde à en choisir une et l'écrire sur le chat. Exactement. Okay. Que ce soit le non-jugement, que ce soit la patience, l'esprit de débutant, la confiance, l'absence de lutte, l'acceptation
le lâcher prise. Je vais le redire. L'idée ici, c'est d'en choisir une pour la pratiquer au fil de la prochaine semaine. Et de préférence d'aller vers celle qui nous titille le plus, celle qu'on sent qu'on a le plus de mal en fait à mettre en pratique. Hein. Donc là, c'est être dans comment est-ce que je vais mettre en place le non-jugement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme tout passe en développement personnel par la prise de conscience. Plus je me connais, plus je comprends. Mais pour me connaître, il faut que je me questionne, il faut que j'arrive quel est mon point de départ aujourd'hui, vers où est-ce que je veux aller et comment je vais faire pour y arriver. Donc, mon point de départ, ça commence par la prise de conscience et le questionnement. Qu'est-ce qui fait que je suis plus dans un schéma d'impatience? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans la lutte? Qu'est-ce qui fait que… Donc, me poser ces questions-là. Tu as des réponses qui arrivent, les gens Pas participent? vraiment, les gens sont. Alors, en attendant que ça vienne, moi, je vais te partager la mienne qui était mon défi cette semaine et j'ai tendance à être workaholic. C'est l'absence de lutte. Moi, je suis complètement en ce moment dans la roue du hamster, où une énorme difficulté à stop. Stop. C'est vraiment un énorme défi. Ok. En tout cas, c'est une invitation que je lance. Je prends note. Je recommence. Non-jugement, patience, esprit de débutant, la confiance, l'absence de lutte, l'acceptation, le lâcher-prise. Optez pour celle qui vous ferait le plus de bien dans les prochains jours, dans cette transition vers le déconfinement. C'est noté. Merci voilà. beaucoup. Je fais monter Barbara, qu'on puisse conclure ensemble. Oui. Ok. Donc, Barbara. En attendant qu'elle arrive. Barbara, welcome back. Ça ne gêne pas trop, je vais m'avancer. Voilà, là, c'est parfait. Voilà. Alors, ce qui me surprend en vous entendre, c'est que ça paraît tellement évident finalement, l'évident que c'est une solution. En fait, c'est gratuit, on a tous une respiration, on a tous une tête, hein, mais que c'est les choses parfois les plus simples qui nous passent complètement à côté. Les orientaux, de manière empirique, sont dans cette philosophie depuis des millénaires. Et c'est comme si aujourd'hui, la neuroscience a beaucoup œuvré hein, pour faire rentrer ça en Occident, nous venait confirmer ce que les orientaux ont appris de manière empirique depuis des millénaires. Est-ce que c'est un peu ça, en fait, finalement, qui est derrière cet engouement? C'est vraiment un vrai engouement, hein, ça prend une place de plus en plus importante dans la société, le mindfulness, qui fait qu'aujourd'hui, c'est enfin accepté comme étant une pratique tout à fait viable, utile et qui répond à un vrai besoin de l'humain pour gérer le stress. Qu'est-ce que vous en pensez? Ton micro, Barbara. Ton micro, Barbara. Voilà. Avec ton micro. Ton micro. J'allais dire aussi qu'il fait moins mal que les décharges électriques. Bien vu. C'est-à-dire qu'en fait, dans les neurosciences et puis même en psycho, ça c'est une expérience qui est très connue, hein, on la cite tout le temps. En fait, on a besoin de stroke. On a l'indice transactionnel, on appelle ça les strokes, c'est-à-dire on a besoin de reconnaissance. On a besoin, voilà, que ce soit de la reconnaissance verbale ou du contact physique. On a besoin de ces fameux strokes. Et quand on n'en a pas des positifs, on préfère se donner des décharges parce qu'au moins on se sent contacté, si on peut dire. Et du coup, le mindfulness, un des objectifs aussi, c'est d'avoir ces fameux strokes, mais pour le coup positifs. Par exemple, si vous reprenez le body scan qu'on a fait avec le massage un peu chaud comme ça, en fait, vous pouvez le faire de manière régulière et puis essayer même d'être sympa avec votre corps. C'est-à-dire là où il y a des douleurs au niveau des pieds, de vous dire « Ah, tiens, je vais me masser là ». Et puis quand vous avez des douleurs à certains endroits, de venir mettre même, je ne sais pas, un baume, quelque chose psychologiquement, je veux dire, pas la pensée. Hein. Et puis, vous pouvez rajouter de la visualisation. Et puis, vous pouvez rajouter une musique apaisante, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qu'on fait avec le mindfulness, c'est aussi de se donner des doses de stroke positifs. Ouais. Et ça, on en a hyper besoin et on n'en reçoit pas assez. Je veux dire, on a tous besoin d'être pris dans les bras, d'être embrassés, de recevoir des mots agréables. Bon, on ne les a pas tout le temps.
Donc, avec le mindfulness, on peut se les donner soi-même. Ça paraît ridicule, mais c'est super d'être son meilleur ami. C'est pareil, vous êtes toute la journée dans un train parce que vous êtes en déplacement. Enfin, en ce moment, pas trop, mais C'est bienveillance envers soi. seul, Mais c'est bien faire ça. qui pouvez vous donner des strokes. Donc voilà, vous pouvez vous auto-masser, vous auto-hypnotiser, vous faire des visualisations positives. En fait, il y a plein de techniques qui peuvent vraiment faire du bien. Et pourquoi hésiter? C'est de toute façon mieux qu'un tranquillisant, quoi. Ok. Alors, Alors, oui, c'est un constat aussi, Luce. Tu vois bien que, enfin, Mhm. c'est-à-dire qu'on a les niveaux de stress, les questions de burn-out, les vrais problèmes hein, qui surgissent, qui font que donc, la mindfulness, je pense que ça ne va pas tout résoudre, mais c'est une approche qui clairement apporte des solutions qui ont été trouvées de différentes façons. C'est-à-dire qu'on est, aujourd'hui, on a conscience, moi je pense qu'on a tous vécu un moment ou un autre, sans parler de burn-out, sans parler de stress, dans une interaction avec notre conjoint ou notre ami ou notre enfant. On est dans la conversation et puis tout d'un coup, il y a un ting, le téléphone, on n'est plus là. Mhm. Notre attention va directement vers Donc c'est aller la voir. présence à ce que l'on vit, à C'est ça, soi, à c'est ça. l'autre. Donc, quand on a conscience de ça, c'est pas forcément agréable. Il y a quand même la prise de conscience, je crois, est fondamentale pour nous dire que ici et maintenant, c'est là qu'est la réponse. C'est clair. Donc le ici et le maintenant. Alors ici et le maintenant, je vais me donner un stroke. J'ai été super comme d'habitude. Et surtout à vous. Alors je ne peux pas vous donner un stroke physique parce qu'on est online. Sinon, je vous aurais fait moins balasse, comme disent les Portugais. Voilà. Sinon, merci. Vous avez été, une fois de plus, super précise, super généreuse. C'est vraiment super. C'était vraiment, me sens reconnaissant de vous avoir écouté. Ça met les choses en perspective, ça met les choses en place. Et je crois qu'on sort avec chacun des choses un peu précises. Moi, je repars avec ma guerre à moi, enfin ma guerre. En disant guerre, je suis en train de lutter, vous voyez. Ben ouais. Je reprends du mot schéma. Il va falloir que j'accepte donc, avec conscience et non-jugement, que je suis patient envers moi-même, émerveillé, et de lâcher prise que ouais, je suis un travailleur man, il faudrait que je me calme. Grosso modo, c'est ça. Et petit à petit aussi, ça aussi c'est super important, pas tout en même temps. C'est pour ça, Aziza vous a dit un, choisissez un. Si déjà vous arrivez à faire absence de lutte, déjà c'est énorme quoi. Les choses, elles peuvent pas se faire tout d'un coup, donc pas à pas quoi. On gravit pas la montagne en un seul pas. Hein. Donc, step by step, première étape, au moins, on prend une décision. C'est extraordinaire, parce que la première fois, vous avez invité à profiter de ce moment pour faire des choses que vous ne faites jamais, pour vous laisser venir le lâcher prise. Et maintenant, au bout de la 4e semaine, OK, maintenant, allez, on y va. Vous attaquez un sujet, attaquez avec toute bienveillance, vous abordez un sujet et on y va. Mais moi, je m'engage auprès de vous, du fond du cœur, en toute sincérité, à œuvrer pour faire des pauses, pour prendre soin de moi et travailler un peu moins. Yeah. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et j'espère que chacun aura également tiré profit de cette intervention. Merci à vous. Tant mieux, Je vais c'est clair. laisser, je vais pas vous faire partir tout de suite. Je vais d'abord projeter vos contacts si les gens veulent. Je me permets, hein, si les gens veulent prendre contact avec vous pour approfondir. Avec plaisir. Donc voilà vos contacts. Si, ouais. Voilà. Donc je rappelle, Barbara, tu es à Porto, hein, et Ah, Aziza, tu es à À Lisbonne. Lisbonne. Voilà. Et bien évidemment, il y a Zoom, il y a le téléphone, il y a tout ça. Aujourd'hui, la distance est devenue très relative. On l'a tous bien constaté pendant cette période de confinement. OK. Je vais faire venir maintenant Madalena. Julien, voilà, qui va me dire si Madalena est prête. Et Julien va également vous remercier parce que vous faire venir 2 fois quand même. Merci vraiment à vous. Hein. Merci beaucoup, Luce. Énormément. Et merci, Barbara. merci, Louise. Je vous laisse. Super. Merci, Aziza. Merci à vous. Julien arrive. Je voudrais que Julien vous remercie également. Et après, je vous laisse repartir. Bon, aujourd'hui, on a des petits soucis techniques, mais heureusement, vous, ça a été parfait. Je pense que personne n'a eu de coupure. On vous a bien entendu pendant toute la durée de votre intervention. C'est que voilà Julien. Julien. Voilà Julien.
Je voulais te présenter, enfin, te présenter, tu les connais hein, aussi bien que moi, pour dire au revoir à Barbara et à Aziza et les remercier. Et avoir des nouvelles de Madalena, est-ce qu'on peut la faire monter sur scène? Est-ce que le problème technique est résolu? Écoute, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce soir, c'est un petit peu compliqué. Hein. Antoine a eu D'accord. du mal. Là, je viens de sortir, j'ai pas compris pourquoi. J'ai été éjecté, j'ai pas bien compris pourquoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on la fasse venir la semaine prochaine. C'est un peu l'Arlésienne, mais on va arriver à la faire venir. En tout cas, un grand merci à Barbara et à Ziza. Moi aussi, c'est amusant, mais en vous écoutant, je suis un peu plus détendu. Je peux me permettre de te poser une question, Julien? Oui, ça dépend. Des 7 attitudes, tu pars avec laquelle et quel est ton engagement? Je répète. Tu veux que je répète? Vas-y. Non-jugement, patience, esprit de débutant, confiance, l'absence de lutte, l'acceptation, le lâcher-prise. Alors moi, il faudrait que je parte avec 2, la patience et le lâcher-prise. Tu peux parfaitement. Et c'est parti. J'ai une promotion 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un, tu peux, mais c'est dans la pratique. Ouais. Je vais Donc, essayer. voilà. Tu me suivras, Aziza. Vous avez de quoi faire cette semaine. Ok. Bien Merci sûr. à tous. Au revoir à Merci tous. beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. Même heure, même lien sur Zoom à 18h. Au revoir à tous. À Merci bientôt. Très beaucoup. Merci à bientôt. tous. Merci. Bisous. Tous, Au au revoir. revoir.